questions qui ouvrent? Merci. Bon, moi, je vais être très court. On ne présente plus Alain Juppé. Alain Juppé, qui est maire de Bordeaux depuis 19 ans, qui vient d'être réélu brillamment lors du premier tour des élections régionales avec 61% des voix, puis en rappelant bien entendu son grand passé, Premier ministre de 95 à 97, ministre du budget de 86 à 88, ministre de la Défense en 2011, ministre des Affaires étrangères en 93 et de 2011 à 2012. Donc on connaît tous Alain Juppé. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être que par rapport à l'actualité des élections européennes qui se profilent à l'horizon le 25 mai prochain, peut-être avez-vous une petite déclaration liminaire à faire sur ce point précis. Et puis ensuite, Virginie vous posera la première question et nos amis prendront vite le relais pour vous poser un certain nombre de questions, j'imagine, sur la politique étrangère, bien sûr, qui est un terrain que vous connaissez merveilleusement, et puis aussi, sans doute, sur la politique intérieure. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci de vos mots de bienvenue et merci de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. C'est toujours pour moi un moment très passionnant que de dialoguer et de répondre aux questions de journalistes qui représentent le vaste monde. C'est vrai que parfois à Bordeaux, on est un peu trop bordelais. Donc ce matin, je vais avoir l'occasion de m'aérer un peu l'esprit. Un mot, comme vous m'y avez invité, sur l'Europe. C'est un sujet en ce moment incontournable. Je vous rappelle que nous sommes à 3 semaines à peine du scrutin, au moins en France, le 25 mai prochain, et que donc la campagne essaye de s'activer un petit peu, ce qui n'est pas simple. En effet, il est très difficile aujourd'hui de parler de l'Europe et d'être écouté sur l'Europe, sauf à la critiquer et à expliquer qu'elle ne marche pas. Tout discours positif sur l'Europe est immédiatement considéré comme de l'euro-béatitude. C'est ce que les journalistes du Monde me disent d'ailleurs dans mon interview d'hier. Et je reconnais que moi-même, je commence, quand je parle de l'Europe, à faire la liste de ses défauts, de ses dysfonctionnements, voire de ses échecs. C'est facile. Il n'y a rien de plus facile que d'expliquer ce qui ne marche pas. Il est vrai que l'Europe est trop bureaucratique, que Bruxelles est une lourde machine. Il est vrai que l'Europe est trop peu démocratique, malgré les progrès qui ont été faits et les pouvoirs supplémentaires que le Parlement européen a acquis, puisqu'il est aujourd'hui, sur la plupart des sujets, en situation de codécision avec le Conseil des ministres. Mais il reste quand même une entité lointaine et on voit bien que la mobilisation pour l'élection des députés européens n'est pas au rendez-vous. L'Europe est parfois naïve dans ses négociations commerciales face à des partenaires qui, tout en brandissant le drapeau du libre-échange et du libéralisme, savent très très bien se protéger, souvent beaucoup mieux que nous. L'Europe est divisée sur des sujets majeurs, je pense notamment à l'énergie. L'Europe est impuissante. Ce qui se passe aujourd'hui sur sa frontière orientale, en Ukraine, en est la démonstration, mais j'aurais aussi évoqué la lenteur avec laquelle l'Europe s'est mobilisée pour aider la France dans ses interventions au Mali ou en Centrafrique. Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Et dire le contraire, c'est ne pas être crédible aujourd'hui. Essayer d'expliquer aux Français ou aux Européens en général que l'Europe va bien et qu'elle répond à leurs attentes serait effectivement un défi au bon sens. Mais alors, une fois qu'on a fait ce constat, l'Europe ne va pas bien, l'Europe ne marche pas bien. Quelle conclusion en tire-t-on ? Je ne vois pour ma part que 3 chemins possibles. Le premier, c'est de dire on s'en va. Voilà, ça ne marche pas, donc on s'en va. Et il y a des formations politiques qui le proposent en France, le Front National et quelques autres partis extrêmes de tous bords. On sort de la zone euro et même, une fois qu'on est sorti de la zone euro, eh bien, on reprend sa liberté. J'ai essayé d'expliquer hier dans mon article du Monde pourquoi c'était, à mes yeux, une véritable catastrophe. Et pas simplement une catastrophe économique, mais aussi une catastrophe politique et géostratégique. La paix n'est pas un acquis pour toujours. Et quand on voit la montée des nationalismes aujourd'hui en Europe, quand on voit dans certains pays européens des gens qui défilent avec une croix gammée sur un brassard au bras, on peut se dire qu'il ne faut pas jouer avec le feu et que ce risque existe. Quand on dit à des gamins de 20 ans « l'Europe c'est la paix », bien sûr ils vous disent « oui, ok, d'accord, on sait ». Oui, mais il faut essayer de leur faire comprendre que ça n'est pas un acquis pour toujours. Donc, déconstruire aujourd'hui l'Europe, sortir de l'Union européenne et prendre le risque, parce que si la France en sort, l'Europe s'effondre naturellement, eh bien c'est un risque politique majeur. Deuxième attitude possible, on rase tout et on recommence.
Et c'est la proposition que font certains de mes propres amis. Je relisais un papier dans Le Monde de Guénaud et de Wauquiez, qui est un peu cette politique de la table rase, et après avoir lu la longue litanie des reproches faits à l'Europe, je me disais, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Raser, recommencer, ça veut dire quoi? Avec qui? Sur quel projet? Est-ce que c'est à 6, comme certains proposent, ce qui me paraît totalement déconnecté des réalités? C'est un risque là aussi majeur, d'où la troisième voie, celle que je poursuis avec beaucoup de ténacité, c'est on prend appui sur ce qui existe et on essaye de rebondir sur ce socle pour faire, non pas autre chose, mais pour essayer de faire en sorte que l'Europe fonctionne. C'est sans doute la voie la plus difficile sur le plan de l'expression politique, parce que dire on rase tout, on recommence, c'est facile. Dire on essaye de conforter ce qui existe pour rebondir, c'est plus difficile. Comment rebondir? 2 ou 3 réflexions pour ne pas être trop long. D'abord, je m'exprime ici en tant qu'homme politique français, restaurer la crédibilité de la France. L'Europe ne rebondira pas si la France apparaît aux yeux de beaucoup, comme c'est le cas aujourd'hui, comme l'homme malade de l'Europe, pour prendre une vieille image que vous connaissez. Je ne voyage pas beaucoup en ce moment, mais enfin, après 6 mois de campagne électorale bordelaise, mais enfin, j'ai quand même pas mal de contacts et je suis navré quand j'entends ce qu'on pense de la France à Londres ou même à Berlin aujourd'hui. Notre image s'est profondément détériorée, à tort ou à raison, mais c'est une réalité. Et si la France ne reprend pas son rang, si elle ne reprend pas du crédit, si elle n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses affaires, et notamment dans ses affaires économiques, eh bien l'Europe continuera à patauger dans le marigot actuel. Donc, première condition, on pourra y revenir, restaurer la crédibilité de la France, remettre la France sur pied. La deuxième condition, c'est la plus difficile à remplir, c'est d'essayer de voir avec qui on peut prendre une initiative politique forte. Je ne veux pas évoquer des souvenirs du passé, mais il y a eu des moments historiques où des hommes politiques ont été capables de se mettre ensemble et de dire voilà ce que nous voulons, voilà ce à quoi nous croyons. Oui, nous croyons que l'Europe peut jouer un rôle sur la scène mondiale au XXIe siècle. Oui, nous avons envie d'inventer l'Europe du XXIe siècle et on essaye d'entraîner les peuples derrière nous. Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est difficile parce que la France est dans la situation où elle est. Mais si elle retrouve sa capacité d'entraînement, est-ce que nous pouvons prendre avec d'autres, une initiative de ce type, avec d'autres et notamment avec l'Allemagne? Parce que, quelles que soient les tentations récurrentes en France d'aller regarder ailleurs qu'à Berlin, bien sûr, il n'y a pas que Berlin. Bien sûr, il y a Londres, bien sûr, il y a toutes les capitales européennes, mais fondamentalement, je continue à penser que pour des raisons historiques évidentes, c'est sur le socle franco-allemand qu'on peut fonder une telle initiative. Enfin, troisième préconisation, si je puis dire, proposons des choses un peu concrètes pour améliorer le fonctionnement de l'Europe. Et d'abord, sa gouvernance. Je vais reprendre une idée qui n'est pas neuve, je le reconnais bien volontiers, mais qui reste d'actualité. Il faut que l'Europe s'organise en plusieurs niveaux. Il y a ceux qui veulent aller plus loin ensemble. Et c'est la zone euro. Pour l'essentiel, il faut que la zone euro soit le cœur de l'Europe et qu'elle aille plus loin dans son intégration, y compris dans des domaines comme la fiscalité. Aujourd'hui, c'est un tabou. Tout ce qui est fiscal, c'est l'unanimité. Il faudra bien qu'un jour, si on veut que les choses bougent, on aille un peu plus loin. Je n'utiliserai pas de gros mots comme fédéraliste ou pas fédéraliste. Ce sont des querelles bien anciennes. Je préfère parler d'intégration accrue. Est-ce qu'on est prêt à aller un coup plus loin? On a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Beaucoup de progrès au cours des années passées avec le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire, le pacte budgétaire, etc. Il est faux de dire qu'il ne s'est rien passé en termes de gouvernance de la zone euro. Il y a eu beaucoup de progrès, il en reste encore à faire. C'est la première idée. Deuxième idée, les politiques communes qui répondent aux attentes des Français. La croissance d'abord. Même si ça redémarre, c'est bien lent et bien timide encore aujourd'hui. J'ai suggéré, par exemple, qu'on s'inspire de l'exemple français, de ce petit accès de chauvinisme. Pourquoi pas un programme des investissements d'avenir, comme celui que la France a lancé à l'initiative du précédent président de la République, ce programme qui a été porté sur les fonds baptismaux par Michel Rocard et moi, un emprunt de 35 milliards d'euros à l'échelle française, et qui aujourd'hui est à 90% engagé et qui finance des innovations de rupture, des vraies innovations dans le domaine industriel, universitaire ou pas, à l'échelle de l'Europe. On pourrait imaginer là aussi un investissement majeur. Deuxièmement, l'éducation. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères en 1993, j'avais essayé de lancer l'idée d'un traité intergouvernemental sur le plurilinguisme. Décrétons ou convenons ensemble que dans tous les systèmes éducatifs européens, 2 langues vivantes
en plus de la langue maternelle, seront obligatoires. Il y a des pays où ça existe, et on pourrait parfaitement le faire. Et pour la compréhension entre les peuples européens et entre nos jeunes en particulier, ce serait un élément décisif. Troisièmement, l'énergie, aujourd'hui impossible. La France et l'Allemagne ont fait des choix radicalement différents. Est-ce que c'est acquis pour toujours, si je puis dire, ou est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Quand on voit d'abord l'urgence écologique, le tout charbon, ou le principalement charbon, ne va pas pouvoir durer longtemps. Et quand on voit l'urgence stratégique, est-ce qu'on n'a pas intérêt à desserrer notre dépendance vis-à-vis de la Russie? On se dit qu'il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour relancer l'idée d'une politique énergétique commune. Enfin, la défense, je m'étais beaucoup employé quand j'étais revenu au Quai d'Orsay ou au ministère de la Défense. Je reconnais que c'est extrêmement décevant, que peu de progrès ont été réalisés. J'ai évoqué tout à l'heure la lenteur avec laquelle l'Europe s'est mobilisée pour le Mali ou la République centrafricaine. Est-ce une raison pour baisser les bras? Non. Il faut continuer. C'est compliqué parce que sur la défense, nous sommes dans un piège qui, pour l'instant, s'est révélé mortel. On ne peut rien faire sans la Grande-Bretagne, on ne peut rien faire avec elle. Voilà. Enfin, rien faire. Ou faire des choses qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos ambitions, même s'il y a eu le traité de Lancaster House. Et donc, il faut là aussi persévérer. Et devant l'état du monde aujourd'hui, qui est un monde instable, qui est un monde dangereux, renoncer à bâtir une défense européenne au moment où les moyens de chacun de nos pays sont ce qu'ils sont, ce serait, je pense, une lâcheté, et il ne faut pas céder à cela. Voilà ce que je souhaitais vous dire brièvement. Excusez-moi. Et il faudrait évidemment développer chacun de ces points, mais je suis prêt à le faire en réponse à vos questions. Je reste, vous le voyez, très européen. J'ai fait il y a quelque temps une conférence à Londres, pourquoi je suis euro-optimiste. Et j'avoue que la première réaction de mon auditoire a été la surprise. Voilà. Je continue. Merci. Virginie. Oui, alors, Bruxelles a donné hier ses prévisions économiques pour la zone euro et pour l'Europe, et on voit qu'on est sorti de la récession. Donc il y a un progrès par rapport aux dernières années. On voit aussi que c'est une Europe à deux vitesses, avec des pays du Nord qui s'en sortent mieux, des pays toujours à la peine, comme la France, l'Italie, les Pays-Bas. Comment est-ce qu'on arrive à réformer l'Europe quand les différences économiques sont encore fortes et obligent les uns les autres à se concentrer sur ses propres problèmes? Est-ce que c'est un obstacle majeur, Dans tous les pays qui constituent l'Union européenne, aujourd'hui, il y a des régions dynamiques et des régions moins dynamiques. Le sud de l'Italie ne progresse pas au même niveau que le nord de l'Italie. Et l'Italie existe. Enfin, oui, elle existe. Et ainsi de suite. Donc le fait qu'il y ait des niveaux de développement différents au sein de l'Union européenne n'est pas pour moi rédhibitoire. Ce qu'il faut, c'est essayer de embarquer tout le monde dans le retour de la croissance. Et on voit bien aujourd'hui que les perspectives s'améliorent. On voit bien que certains pays qui avaient complètement décroché, voient aujourd'hui le ciel s'éclaircir. L'Irlande est peut-être sortie de la période la plus difficile de son histoire économique récente. Je ne veux pas être trop optimiste pour l'Espagne, mais enfin, l'Espagne a reconquis de la compétitivité extérieure, son commerce extérieur se redresse, les sacrifices demandés aux Espagnols ont été considérables, mais ils semblent payants. L'Italie sans doute aussi. Donc je pense qu'on n'est pas condamné définitivement à ces divergences de développement. Simplement, il faut que chacun des pays concernés fasse les réformes de structure nécessaires pour se remettre dans la course à cette croissance qui se réamorce. Et de ce point de vue, la France est un des pays qui tarde le plus parce que le dernier programme d'économie budgétaire qui a été annoncé, 50 milliards, ok, très bien, il faut le faire. Et il faut le faire, là aussi, je veux bien insister, pas parce que Bruxelles nous l'impose. Cette propagande qui consiste à dire que l'austérité est une exigence de Bruxelles ne correspond pas à la réalité, c'est une exigence du bon sens. Et Bruxelles, ce n'est pas toujours le bon sens. Enfin, dans ce cas-là, si. Ouais. Non, c'est une exigence du bon sens. On ne peut pas continuer à accumuler des déficits qui font que la dette française va tangenter les 100% de son PIB. Donc, il faut faire cela. Je suis très sceptique sur le contenu de ce projet, parce que je prends deux exemples de mesures qui ont été annoncées. Le gel du point d'indice de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on gèle les salaires de la fonction publique. Bon, ça fait des économies à court terme, mais quand on dégèle, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas fait de réforme de structure, si on n'a pas adapté les effectifs de la fonction publique aux priorités réelles, voilà. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais quand j'ai appris qu'au
à Montréal qu'après le gel, le dégel, c'est la débâcle. Il faut faire un peu attention. Autre exemple, la non-indexation des retraites. C'est pareil, ok, à court terme, ça procure des économies, mais on ne va pas désindexer indéfiniment. Donc il y a un moment où on indexera à nouveau, et si on n'a pas fait les réformes de structure pour reculer l'âge de départ à la retraite ou allonger la durée de cotisation, on se retrouvera avec le même problème sur les bras. Donc vous voyez, tout ça pour dire que c'est à chaque pays européen de prendre les mesures nécessaires pour se remettre dans la course. Monsieur le ministre,